Bonjour et bienvenue. On se demande souvent où va l'argent qui est créé dans l'économie. Comment est-ce qu'on passe des richesses produites par une entreprise aux salaires qui arrivent sur les comptes en banque? Aujourd'hui, on va suivre ensemble le parcours de la richesse, de sa création jusqu'à sa répartition finale. Pour bien comprendre ce cheminement, on va procéder en 5 étapes logiques. D'abord, on va se demander d'où vient la richesse. Ensuite, comment est-elle partagée une toute première fois? On verra si ce partage est stable dans le temps. Puis, on regardera ce que ça signifie concrètement pour les revenus des ménages. Et enfin, on analysera le rôle de l'État qui vient corriger cette répartition. Première question, et c'est la base de tout. Avant de pouvoir partager une richesse, il faut bien la créer. C'est un peu comme un gâteau. Avant de se partager les parts, il faut d'abord le cuisiner. Pour l'économie d'un pays, c'est exactement le même principe. Le concept absolument central ici, c'est la valeur ajoutée. En réalité, c'est assez simple. Imaginez une boulangerie qui achète de la farine pour 1 euro. Elle va transformer cette farine en pain qu'elle vendra 3 euros. Eh bien, elle a créé 2 euros de richesse, 2 euros de valeur ajoutée. C'est précisément cette nouvelle richesse qui va ensuite pouvoir être distribuée. Très bien, cette valeur a été créée. La question maintenant, c'est qui va en recevoir une part? C'est ce qu'on appelle le premier partage et il se déroule directement au sein de l'entreprise qui a créé cette richesse. Ce premier partage se fait entre 2 grands acteurs. D'un côté, il y a celles et ceux qui ont fourni leur travail, les salariés. Leur rémunération, c'est le salaire. De l'autre côté, il y a ceux qui ont fourni le capital, c'est-à-dire les machines, les locaux. Leur rémunération, ce sont les profits. En économie, le terme un peu technique pour désigner ces profits, c'est l'excédent brut d'exploitation, ou EBE. Pour faire simple, c'est ce qui reste de la valeur ajoutée une fois que l'entreprise a versé tous les salaires. C'est, en quelque sorte, le profit brut de l'entreprise. Mais attention, ce profit ne va pas directement dans une seule poche. Il est lui aussi partagé en plusieurs parts. L'entreprise va l'utiliser pour rembourser les intérêts de ses emprunts aux banques, pour rémunérer ses propriétaires, les actionnaires sous forme de dividendes, pour payer ses impôts à l'État et enfin pour garder de l'argent afin d'investir et de grandir. C'est ce qu'on appelle l'autofinancement. Alors, cette répartition entre les salaires et les profits, est-ce que c'est quelque chose de fixe, gravé dans le marbre? Pas du tout. C'est en réalité un équilibre qui est en perpétuel mouvement. Cela dit, si on prend un peu de recul et qu'on observe la situation en France sur les 30 dernières années, on constate une certaine stabilité. En moyenne, sur 3 euros de richesse créée, 2 euros sont allés au salaire et 1 euro est allé au profit. Mais il ne faut pas se tromper. Ce partage de 2 tiers, 1 tiers n'a rien de magique. C'est le résultat de ce que l'on nomme un rapport de force. C'est un peu comme un tir à la corde. D'un côté, les salariés et leurs représentants négocient pour obtenir de meilleurs salaires. De l'autre, les propriétaires du capital cherchent à maximiser les profits. L'équilibre se trouve quelque part entre les deux. Et justement, cet équilibre est aujourd'hui assez bousculé. Pourquoi? Principalement à cause de 2 grands phénomènes. D'abord, le progrès technique. Les robots, l'intelligence artificielle peuvent remplacer une partie du travail humain. Et ensuite, la mondialisation, qui permet aux entreprises de délocaliser leur production dans des pays où les salaires sont plus faibles. Ces 2 facteurs ont tendance à peser sur la part des richesses qui revient au travail. Bien, maintenant, changeons de point de vue. On a vu ce qu'il se passe dans l'entreprise, regardons du côté des ménages. De quoi sont composés leurs revenus primaires, c'est-à-dire les revenus qu'ils touchent avant toute intervention de l'État? On peut classer ces revenus en 2 grandes catégories. D'une part, les revenus du travail, comme le salaire d'un employé ou les bénéfices d'un commerçant ou d'un freelance. D'autre part, il y a les revenus du capital, aussi appelés revenus du patrimoine. Par exemple, les loyers perçus pour un appartement ou les intérêts d'un placement financier. Et quand on regarde les chiffres, le constat est vraiment sans appel. Pour l'immense majorité de la population, la principale source de revenus, c'est le travail. En moyenne, les revenus du travail représentent plus de 80% du total, contre un peu moins de 20% pour les revenus du capital. On arrive maintenant à la dernière grande étape de notre parcours. Une fois que ces revenus primaires ont été distribués, un 3e acteur entre en scène. Et pas des moindres, l'État, qui va endosser un rôle de redistributeur. Mais au fait, pourquoi l'État intervient-il? Parce que cette répartition initiale des richesses est considérée comme inégalitaire. Son objectif est donc double. D'une part, rendre cette répartition plus juste, et d'autre part, nous protéger collectivement contre les accidents de la vie, comme tomber malade ou perdre son emploi. Alors, comment ça marche concrètement? Le mécanisme est assez simple à comprendre, il se fait en 2 temps. Dans un premier temps, l'État collecte de l'argent via les prélèvements obligatoires, c'est-à-dire les impôts et les cotisations sociales. Dans un second temps, il utilise cet argent pour le reverser sous forme de prestations sociales à ceux qui en ont besoin. Ces prestations sociales, elles sont là pour nous couvrir contre ce que l'on appelle les risques sociaux. Ça inclut par exemple le versement des retraites pour la vieillesse, le remboursement des soins médicaux pour la maladie, le versement d'indemnités en cas de chômage ou encore les aides pour les familles.
Et le résultat de tout ça, il est très concret. Le revenu dont les ménages disposent réellement à la fin, après cette redistribution, est réparti de manière plus égalitaire que ne l'était le revenu de départ. L'intervention de l'État a donc bien un effet réducteur sur les inégalités. En résumé, la répartition des revenus est un processus complexe en plusieurs étapes. C'est la recherche permanente d'un équilibre entre la production de richesse et la solidarité. Et tout cela nous amène à une question fondamentale, qui est au cœur du débat public. Où faut-il placer le curseur? Quel est le juste équilibre à trouver?